On dit que si tu restes seul face au Colisée, lors d'une nuit silencieuse, tu peux entendre l'écho de milliers de voix. Certaines crient, d'autres supplient. Toutes viennent du passé. Pendant des siècles, il fut le théâtre de la grandeur d'un empire, et aussi de sa part d'ombre. Ici, on célébrait des triomphes avec du sang. On applaudissait la mort. On vénérait le pouvoir comme un dieu. Et pourtant, aujourd'hui, la moitié du Colisée a disparu. Ce ne fut pas un tremblement de terre. Ni le passage du temps. C'était quelque chose de plus cruel, de plus humain. Rome l'a détruit. Pierre par pierre. Légalement. Avec permission. Sans honte. Mais pourquoi? Comment une civilisation peut-elle effacer son symbole le plus imposant? Voici l'histoire d'un monument qui fut spectacle, prison, cimetière, usine, repère de bandits, et, miraculeusement, sacré. Une histoire de trahison de la mémoire. De mythes devenus vérité. De vérité que personne n'a voulu raconter. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que presque personne n'ose dire sur le Colisée. Tu comprendras pourquoi l'autre moitié a disparu. Et peut-être, découvriras-tu que nous vivons nous aussi dans nos propres Colisées. Mais nous ne les voyons pas toujours. Reste. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir, changera ta manière de voir l'histoire. Et peut-être, ta manière de te voir toi-même. Nous sommes en l'an 70 après Jésus-Christ. Rome venait de sortir de l'une de ses guerres les plus sanglantes, la guerre juive. Le temple de Jérusalem était tombé. Les richesses du pillage étaient incalculables. Et un homme, doté d'une vision politique brillante, décida que ce butin devait servir à plus qu'à remplir les coffres de l'Empire. Il devait ériger un monument au pouvoir de Rome. Un symbole de la gloire de son peuple. Cet homme s'appelait Vespasien, et le Colisée serait sa déclaration la plus audacieuse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la construction de cet amphithéâtre, le plus grand que le monde ait jamais vu, n'a pas commencé simplement pour divertir. Non. Le Colisée fut d'abord un acte de propagande. Vespasien avait été élu empereur au milieu d'une Rome détruite par les guerres civiles. Il avait besoin de plus qu'une armée forte. Il avait besoin d'un symbole de stabilité, de restauration de l'ordre, et surtout, d'un symbole de pouvoir absolu. Et il n'y a rien de plus puissant que d'utiliser l'opulence du butin de guerre pour construire un monument sur les ruines de ton prédécesseur. Vespasien ne se contenta pas de détruire le palais doré de Néron, la Domus Aurea. Il l'effaça de la mémoire du peuple et le remplaça par le Colisée, une structure destinée à durer des siècles, mais aussi à effacer l'empreinte de l'empereur qui s'était autoproclamé Dieu. Chaque brique de cette construction fut payée avec du sang juif. Littéralement. Rome extrayait l'or, l'argent, les joyaux et les richesses des temples pillés à Jérusalem, et avec cet argent, le Colisée fut érigé. Mais au-delà des matériaux, Vespasien avait besoin de quelque chose d'encore plus important, un peuple captif. Il devait s'assurer que les Romains n'oublieraient jamais qui était aux commandes. La monumentalité du Colisée était une menace subtile, un rappel que Rome, bien qu'un jour conquise, ne se rendrait jamais. Le Colisée disait au monde, nous sommes les maîtres du temps. Savais-tu que les prisonniers de guerre juifs ne furent pas seulement réduits à la main-d'œuvre? Certains historiens soutiennent qu'on les forçait à regarder, depuis les fondations même du Colisée, le symbole de leur défaite chaque fois que l'arène se remplissait de gladiateurs, de bêtes et de condamnés. Mais ce qui marqua vraiment le début de l'histoire du Colisée, ce ne fut pas la construction, mais l'événement qui lui donna vie, son inauguration. 100 jours de spectacle. 9000 animaux sacrifiés dans l'arène. Et pas seulement eux. Des milliers de gladiateurs, pour la plupart des prisonniers de guerre, durent combattre à mort pour divertir les foules. Durant ces premiers jours, Rome ne faisait pas que célébrer le pouvoir. Elle l'imposait. Les premières foules qui remplirent les gradins du Colisée n'étaient pas que des spectateurs. Elles étaient complices. Presque toute une génération de Romains grandit en voyant dans l'arène la brutalité comme une partie naturelle de la vie. Le Colisée n'était pas qu'un lieu de divertissement. C'était une machine à modeler les esprits. Par sa violence, Rome maintenait sa domination. Non seulement sur le peuple, mais aussi sur le concept même de ce qu'était l'Empire. Vespasien avait compris ce que peu de politiciens comprennent, le Colisée n'était pas seulement un théâtre. C'était une scène parfaite pour enseigner le pouvoir, la mort, la souffrance et le contrôle. Et le fait que cette structure soit érigée à l'endroit même où se trouvait la statue de Néron, l'empereur qui se croyait Dieu, envoyait un message encore plus puissant, maintenant, ce sont nous les dieux de Rome. Imagine ceci, le Colisée est plein.
La foule hurle, suspendue à ses gradins. Le sol, recouvert d'une couche de sable, se prépare à accueillir ce qui, pour de nombreux Romains, sera le plus grand spectacle de leur vie. Mais ce n'est pas un simple spectacle. C'est la gladiature, le combat entre la vie et la mort, la chair humaine contre la bête. Et il ne s'agit pas seulement de gladiateurs qui s'affrontent. Au Colisée, tout était possible, massacre d'animaux sauvages, chasse organisée, exécution publique. Le Colisée fut bien plus qu'une arène. C'était une machine à générer des émotions, à créer de l'adrénaline, à rendre les foules folles. Ici, à chaque combat, à chaque mort, Rome ne montrait pas seulement sa puissance militaire, mais aussi son pouvoir sur la psychologie des masses. Imagine la scène, les gladiateurs, condamnés à combattre jusqu'à la mort, entrent dans le Colisée nus. Ils ne sont pas seulement désarmés, ils sont humiliés. Devant des milliers de regards, la tension monte. Vont-ils survivre ou être dévorés par les bêtes? Et ces bêtes, des créatures venues d'Afrique, des rhinocéros aux éléphants, surgissent des pièges souterrains de l'hypogée, prêts à tuer. Mais ce n'était pas seulement un spectacle de violence physique. C'était un spectacle de contrôle psychologique. La foule ne se contentait pas de regarder les combats, elle ressentait la mort, s'impliquait émotionnellement dans le destin de ces hommes et de ces animaux. Chaque mort n'était pas juste une exécution, mais une célébration, un rituel de pouvoir, une démonstration de ce que Rome pouvait faire à ceux qui défiaient sa grandeur. Et c'est là que les détails les plus glaçants apparaissent. Les gladiateurs n'étaient pas seulement des prisonniers de guerre. Certains étaient des esclaves, d'autres des hommes qui combattaient pour leur liberté. Mais leur origine n'importait pas. Ils étaient tous là pour servir un seul but, divertir une société qui se nourrissait de sang. Lors de l'inauguration du Colisée, 9000 animaux furent massacrés dans l'arène, un chiffre presque inimaginable. Mais Rome ne tuait pas que des bêtes. Elle envoyait un message clair, l'Empire avait le contrôle absolu sur la vie et la mort. Les gladiateurs et les animaux n'étaient pas de simples acteurs dans un théâtre violent, ils étaient des pions, utilisés pour affirmer la grandeur de Rome, son pouvoir sur la nature, sur la vie humaine, sur tout ce qui ne lui appartenait pas. Mais il ne s'agissait pas seulement de combats de gladiateurs. Il y avait aussi les naumachie, des batailles navales reconstituées. Le Colisée était inondé, et les gladiateurs combattaient sur des navires flottants. Ce type de spectacle représentait l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'époque, remplir une arène d'eau pour simuler un combat naval, le divertissement romain à son apogée. Ce qui fascinait les Romains, ce n'était pas seulement le sang versé, mais l'échelle gigantesque de ces événements. Le Colisée semblait parfois être une machine générant horreur et fascination à grande échelle. En 107, l'empereur Trajan organisa un festival de 123 jours pour célébrer sa victoire sur les Daces, avec plus de 10 000 gladiateurs et 11 000 animaux. Tout cela pour le plaisir de la foule, nourrie par des émotions primaires, par ce pain et des jeux, qui maintenaient le peuple romain distrait pendant que la ville marchait vers l'abîme. Les gladiateurs devinrent des célébrités, adorés du peuple. Les femmes romaines achetaient des fioles contenant la sueur de leurs combattants préférés comme objet de désir, on leur prêtait des propriétés magiques, voire aphrodisiaques. Et d'une certaine manière, même les gladiateurs, bien qu'esclaves ou condamnés, se sentaient comme les stars du spectacle. Mais au final, tout cela faisait partie d'un jeu bien plus vaste. Le Colisée était une scène, mais ses spectateurs n'étaient pas là uniquement pour voir du sang et de la mort. Ils étaient là pour être dominés, pour être contrôlés. La violence devenait un rituel collectif, unissant le peuple romain autour d'une même cause, l'amour du pouvoir de l'Empire. Le Colisée, autrefois cœur battant de Rome, commença à s'effondrer bien avant la chute de l'Empire. Ce ne furent pas seulement les forces de la nature qui le détruisirent, ce fut la négligence, l'abandon, et souvent le pillage organisé qui dépouilla le Colisée de son identité. Imagine cela, des siècles ont passé depuis que les derniers gladiateurs ont foulé le sable. L'Empire romain n'est plus ce qu'il était. Rome commence à s'effriter. Les gens, fatigués de l'opulence et de la brutalité de leurs ancêtres, ne se soucient plus des anciens rituels. L'arène est laissée vide. Les bâtiments autour du Colisée tombent en ruine, comme une cité en déclin. Mais cela ne signifie pas que le Colisée n'était plus utile. Au contraire, il devint une carrière. Après les séismes qui secouèrent Rome, notamment celui dévastateur de 217, les ruines du Colisée furent légalement pillées, et la ville commença à utiliser ces pierres pour construire. Au fil des siècles, le marbre de la façade fut retiré, brûlé, réutilisé pour construire des églises, des palais, des hôpitaux. Rien ne se perdait. Rome se nourrissait de ses propres monuments. Pendant des années, le Colisée servit de cimetière.
Les familles les plus pauvres de Rome y enterraient leurs morts, cherchant le repos dans ce qui avait été autrefois un symbole de grandeur et de pouvoir. L'Empire était tombé, mais les ruines servaient encore de refuge à ceux qui vivaient dans l'ombre de ce que fut la ville la plus puissante du monde. Mais le pillage ne s'arrêta pas là. Le pape Alexandre VI, tourné vers l'avenir plutôt que vers le passé, loua le Colisée comme carrière. Les ruines devinrent une source constante de pierres, de matériaux précieux, et de fer pour alimenter la croissance d'une Rome qui n'avait plus besoin de gladiateurs pour divertir son peuple. Elle ne voyait plus que ce qu'elle pouvait en tirer. La négligence et le temps firent leur œuvre. À mesure que Rome entrait dans le Moyen Âge, le Colisée passa d'un monument imposant à une structure en ruine, envahie de mauvaises herbes, de végétation, de tunnels sombres que seuls les plus audacieux osaient explorer. Les siècles passèrent, et l'humanité l'oublia. À la fin du VIe siècle, le Colisée n'était plus qu'une forteresse improvisée, occupée par les familles Frangipani et Ranibaldi, deux puissantes dynasties romaines qui en firent un refuge militaire. Ce qui fut un jour un symbole de spectacle et de sang abritait désormais des bandits et des familles se disputant le contrôle de la ville. Au XIVe siècle, Rome sombra dans l'insécurité et l'abandon. L'Église, désormais la plus puissante institution, fut contrainte d'interrompre son héritage d'opulence. Le Colisée devint alors la scène de guerriers bien moins glorieux, combattant non pour l'honneur, mais pour survivre dans l'ombre d'un monde qui ne se souvenait plus de la Rome impériale. Mais l'histoire du Colisée ne s'arrête pas à la chute de l'Empire romain. Non, son symbole va bien au-delà. Au IVe siècle, le christianisme commence à se répandre, apportant une nouvelle manière de voir le monde. La violence qui nourrissait autrefois le Colisée est devenue un symbole de sacrifice divin. Mais comment cette transformation a-t-elle eu lieu ? Comment le même endroit qui a vu mourir des milliers de gladiateurs et de prisonniers de guerre est-il devenu, aux yeux de tant de personnes, un lieu sacré ? La réponse réside dans la tradition chrétienne qui s'est développée autour de ce monument imposant. Une légende a commencé à se former, le Colisée aurait été le théâtre du martyre des premiers chrétiens. Et bien qu'il n'existe aucune preuve historique confirmant que des martyrs chrétiens soient réellement morts là, cette idée s'est installée dans la conscience collective de Rome et du monde chrétien. Le pape Benoît XIV fut l'un des plus grands promoteurs de ce mythe. En 1749, durant son pontificat, il proclama que le Colisée devait être considéré comme un lieu de sacrifice chrétien, car, selon sa version des faits, les premiers martyrs du christianisme auraient trouvé la mort dans l'arène de ce monument. Benoît XIV consacra le Colisée à la Passion du Christ, célébrant le sang versé par les martyrs chrétiens. Mais la vérité historique est différente. Il n'existe aucune preuve tangible que des chrétiens aient été martyrisés au Colisée. Le cirque Maxime, un autre grand lieu de spectacle à Rome, est beaucoup plus probablement le site des exécutions des premiers chrétiens. Cependant, le pouvoir de la tradition populaire et le désir d'attribuer une signification chrétienne aux ruines de l'Empire ont conduit à faire du Colisée un symbole de la souffrance chrétienne. Et puisque Rome est le berceau du christianisme, transformer le Colisée en lieu sacré est devenu un moyen de racheter l'ancien symbolisme de la violence. Rome, la ville des empereurs, ne voyait plus dans le Colisée seulement un vestige de son passé brutal, mais un lieu où le sang des innocents aurait été versé par amour pour le Christ. Au fil des siècles, le Colisée devint un lieu de pèlerinage religieux. Nombre de chrétiens venaient y prier, honorer la mémoire des martyrs qui, selon la tradition, avaient souffert pour leur foi. Le lieu passa d'un symbole de mort et de torture à un symbole de rédemption et de sacrifice divin. Mais la réalité historique est moins romantique. Le Colisée n'était à l'origine pas un sanctuaire chrétien, mais un lieu où la douleur, la mort et l'humiliation étaient célébrés comme divertissement de masse. Ce n'est que des siècles plus tard, lorsque la société et l'Église en réinterprétèrent le symbolisme, qu'il devint ce qu'il est aujourd'hui, un lieu sacré pour beaucoup, mais aussi un rappel de la manière dont les récits, les légendes et la réinterprétation peuvent transformer un lieu de violence en un lieu de dévotion. Après des siècles de pillage, de tremblements de terre et d'oubli, le Colisée, ce colosse de pierre qui représentait autrefois la puissance absolue de Rome, s'effaça peu à peu dans l'horizon de l'histoire. Rome n'était plus la capitale du monde, et la grandeur du Colisée ne subsistait que dans les récits des anciens historiens et dans l'esprit des touristes curieux. Mais quelque chose commença à changer. Au VIe et XX siècle, le Colisée fut redécouvert, non pas seulement comme une ruine, mais comme le symbole de quelque chose de bien plus grand, la résilience humaine, notre capacité à survivre, à nous adapter et à nous racheter. En 1749, le pape Benoît XIV consacra le Colisée comme lieu sacré, en faisant un site de pèlerinage. Mais c'est au VIe siècle que la conscience mondiale commença à prendre conscience de l'importance de ce monument. Durant la restauration du Colisée, entre 1807 et 1827,
des interventions clés furent réalisées pour éviter que le monument ne s'effondre complètement. Grâce à ces efforts, le Colisée commença à être perçu non plus seulement comme une ruine du passé, mais comme un témoin de l'humanité, un élément vital du patrimoine culturel mondial. Tout au long du XX siècle, le Colisée passa d'un emblème local à un symbole international. Alors que les nations du monde cherchaient leur identité, Rome et le Colisée furent perçus comme un symbole universel de lutte et de résistance. En 1964, le pape Jean-Paul II accomplit un geste symbolique en dédiant le Colisée aux martyrs chrétiens, lui donnant une nouvelle signification religieuse et humaine. Ce n'était toutefois pas le seul message que le Colisée avait pour le monde. Avec la campagne internationale contre la peine de mort, le Colisée devint un symbole d'espoir, pas seulement pour l'Italie, mais pour le monde entier. Il fut illuminé en doré en 2012 pour célébrer l'abolition de la peine de mort dans le Connecticut, et depuis, chaque progrès en matière de droits humains voit le Colisée briller comme un rappel de la lutte pour la vie et la liberté. Aujourd'hui, le Colisée est l'un des monuments les plus visités du monde, accueillant des millions de touristes chaque année. Il est devenu une cathédrale du tourisme mondial, et si bien sûr il rappelle toujours l'ancienne brutalité romaine, il est aussi un symbole de notre capacité à apprendre des erreurs du passé et à lutter pour un avenir plus juste. Ce qui fut jadis une arène de mort est désormais un lieu de réflexion, de savoir et d'unité entre les cultures. Car, comme Rome à son apogée, le Colisée a su renaître. Non seulement comme site historique, mais comme symbole de la lutte constante de l'humanité pour la paix, la justice et les droits humains. L'histoire du Colisée est l'histoire de Rome elle-même, une civilisation qui grandit à partir de rien jusqu'à atteindre la grandeur, mais qui finit par s'effondrer sous le poids de sa propre ambition, de sa violence et de son oubli. Le Colisée, monument témoin de la gloire, du pouvoir et de la mort, est devenu un symbole du passage du temps. Aujourd'hui, nous nous regardons dans ces ruines et nous demandons, que reste-t-il de nous quand nous tombons? Les grands empires, comme le Colisée, ne tombent pas du jour au lendemain. La décadence est un processus lent, et les symboles de pouvoir que nous avons construits au fil de l'histoire peuvent s'écrouler de façon inattendue. La question est, que construisons-nous aujourd'hui qui, peut-être demain, sera une ruine? Dans ce voyage de destruction et de rédemption, le Colisée a survécu à des siècles d'oubli, de pillage et de restauration. Et, comme nous, il s'est réinventé. Et nous? Quels héritages laissons-nous derrière nous? Seront-ils des symboles de lutte, de justice, de ce qui importe vraiment? Ou sera-t-on rappelé pour notre soif de pouvoir, de violence et de contrôle? Aujourd'hui, le Colisée est plus qu'un monument. Il est un rappel. Un rappel de ce que nous sommes capables de créer et de détruire. Il nous invite à réfléchir à notre propre histoire et à l'avenir que nous construisons. Parce que, comme le Colisée, nous faisons tous face au temps qui passe, à l'oubli, à la transformation. Et nous seuls pouvons décider si nos ruines seront source de fierté, ou d'avertissement. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du Colisée. Est-il le symbole de ce que nous avons été ou de ce que nous pouvons devenir? Quel héritage laissons-nous aujourd'hui? Et si cette histoire vous a surpris, partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi découvrent la puissance cachée derrière les ruines de Rome.